Alors bonjour Christine, je suis très heureux Bonjour de Jean. te retrouver aujourd'hui pour présenter ton livre, ton carnet photographique jungien. Un livre, je dois dire tout simplement, magnifique, d'images et de textes de référence de la psychologie des profondeurs. Comment tu es arrivé à faire un livre comme ça, Christine? C'est tout à fait original. Ouais, moi aussi, ça m'a un peu surprise de le faire. Alors, pour dire comment j'en suis arrivée là, j'ai fait une formation de 3 ans de jeu de sable avec Marie-Rose Krochmalniki et Patricia Caffard. Alors, Marie-Rose Krochmalniki avait directement eu la source de Dora Kalf. Elle a été formée par elle. Donc, pendant 3 ans, je me suis complètement plongée dans l'univers jungien. J'avais déjà fait beaucoup de thérapie, mais en le regardant plus en profondeur, avec plus d'outils, parce que quand on est en thérapie, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Animus anima, ça ne nous parle pas. Mais quand on devient thérapeute, l'horizon s'éclaire différemment et on a une captation du monde qui est différente parce on voit vraiment ce qui est en train de se jouer au niveau conscient et au niveau inconscient. Donc, j'ai fini ma formation et puis je suis photographe. Donc, j'aime bien m'amuser à faire des photos. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que dans mes photos, je commençais à mettre sur Facebook mes photos avec des concepts jungiens. Et c'est devenu un jeu et mon œil s'est aiguisé à ce jeu-là aussi. Et puis, un jour, un ami m'a dit, bah écoute, faudrait que tu l'édites. Et moi, j'étais pas très sûre parce que faire un bouquin photo avec des concepts jungiens, c'est quand même un peu culotté, dans la mesure où les concepts sont quand même assez compliqués et d'arriver à joindre des visuels avec ces choses un peu complexes, j'étais pas très sûre d'y arriver au début et donc je l'ai fait comme un jeu. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que j'arrivais de plus en plus à décrire l'invisible dans le visible et de pouvoir avoir un dialogue intérieur, mais aussi de pouvoir montrer aux gens ce qui était en train de se passer et de se jouer. Je sentais que c'était juste et que les gens allaient comprendre. Donc, les textes, évidemment, je les ai choisis. Enfin, il y a certains textes qui sont complexes et certains textes qui sont pas très complexes, mais ça fonctionnait bien. Voilà comment la genèse de ce livre. Alors, je peux vraiment que renchérir, ça fonctionne bien. Tu sais, moi, personnellement, je travaille dans le rêve, avec les rêves, donc Ouais. les images, ça me parle. Et les concepts jungiens, ben, je donne de la formation, là. Et du coup, j'ai trouvé le mélange extraordinaire. Je sais pas, je vais juste montrer comme ça une image, un texte à côté, une autre image. Mais de toute façon, c'est un peu le projet de notre rencontre, on va se promener dans les images, dans certaines images. Voilà, donc, et on va, bah, du coup, les personnes qui regardent cette vidéo vont pouvoir voir certaines des images. Euh, comment t'as choisi ces images? Elles t'ont appelé, tu les as saisies, tu collectionnes des tonnes d'images et puis t'as sélectionné là-dedans. Comment ça s'est passé? Non, alors en fait, j'ai perdu beaucoup d'images et le challenge pour moi, c'était de partir avec du neuf, pas avec de l'ancien. Donc j'ai effectivement 3 ou 4 photos un peu anciennes, mais les photos ont été faites en pratiquement 6 mois. Les photos ont été faites en... Mais il y avait une espèce d'urgence intérieure à le faire et j'ai été guidée, j'ai été appelée à le faire. Et j'ai eu beaucoup d'intuition, il fallait que je me rende dans telle région, dans telle ville, etc. Et avec une espèce de détachement en me disant, OK, je suis mon intuition, j'y vais, s'il se passe quelque chose, c'est bien, s'il se passe rien, il se passe rien. Et puis, il y a des moments où j'étais là 3 ou 4 jours et rien ne se passait. Et juste au moment où je partais, la photo était là, celle que j'attendais, celle que je voulais, ou celle qui allait compléter quelque chose dans mon livre, ou quelque chose que je pouvais utiliser. Mais j'ai vraiment été aidée, guidée. Je l'ai pas fait toute seule, ce Et alors, livre-là. toutes les photos, c'est tes photos.
T'as Oui. aucune image empruntée. Non, 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 non. non, non, non. Bah, du coup, euh, on va le voir à travers le partage d'images qu'on va faire tout à l'heure, la diversité des images, la qualité aussi des photos. Et alors, tu as sous-titré donc carnet photographique jungien, déambulation symbolique. Et Oui, si je comprends bien, ça a été il y a on déambule à travers les images. oui. Il y a plusieurs, on pourrait dire qu'il y a plusieurs chapitres. Hein, parce que Oui, quand oui, j'ai parce vu que que tu après, si tu organisé, veux, au niveau du bouquin, c'est qu'il fallait trouver une structure, un squelette, une ossature. Donc ça a été un petit peu compliqué parce qu'au début, j'ai fait des photos, les textes, les photos, voilà, je me suis amusée comme ça. Et puis après, il a fallu que je commence à mettre en page et puis que je trouve un fil conducteur. Donc il y a eu deux fils conducteurs au final, c'est d'aller de l'alpha à l'oméga mais également de traverser à travers les archétypes, l'individuation, les grandes thématiques de Jung. J'ai pas pu faire les rêves. À mon grand désespoir, j'ai fait le grand œuvre, j'ai fait l'alchimie, j'ai fait la gnose. Mais si tu veux, l'idée aussi, c'était de créer le minimum d'images et de vraiment les capter dans la réalité et que cette réalité, elle soit juste enfin que, oui, qu'elle soit juste avec les concepts de Jung et que ça prouve bien sa pensée. Ça a été un challenge à ce niveau-là. d'accord. Mais les rêves, ce sera peut-être un carnet photographique prochain, hein, Oui, oui, non, suite, mais je parce que dis ça pour... tu crées un genre. Ah, C'est audacieux. Je n'ai pas connaissance d'autres. Je connais des livres dans lesquels des analystes jungiens ont analysé des peintures, suivi un processus d'individuation. Jung en a fait autant, montré, présenté des mandalas. Mais cette jonction que tu as fait, c'est unique. Juste comme ça pour donner l'information, bah, les chapitres, je les ai sous les yeux. Le premier, c'est Alpha Unus Mundus. Après, tu parles du mythe du héros, la persona à l'ombre, animus anima, psyché, quaternité, gnose, grande œuvre, oméga, unus mundus. Et alors justement, unus mundus au début, unus mundus à la fin, j'ai l'impression que cette déambulation, on le verra à travers les images, mais elle est circulaire en fait. tout à fait. C'est une circumambulation, comme disait Jung. Bon, Bah, Unus Mundus, hein, quand même. le monde un, et donc déambulation symbolique, j'entends que toi tu as déambulé pour collecter ces images, pour construire ça, et tu nous emmènes dans une promenade. Eh ben, je te Hmm. propose qu'on aille dans le partage d'écrans Ok, qui est on y prévu, va. et qu'on aille visiter ces images, les montrer aux personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. On commence avec ça. Euh, déjà, ton introduction, ce que tu as fabriqué, mais qui correspond à l'image du début du livre. On peut déjà admirer parce que, juste, qu'est-ce que c'est l'inspiration, là? Ah, bah, alors l'inspiration, bah, c'est l'unus mundus, c'est la lumière, c'est l'énergie. Jung, il ne parle que d'énergie, quelque part, quand même. Donc, c'était arriver enfin, représenter cette captation énergétique. Et bon, elle est aussi un peu religieuse parce que là, on a une rosace, mais c'est vraiment se fondre dans l'universel et dans la vibration que nous sommes. D'accord. Alors, c'est l'occasion de mentionner que le livre, il est paru fait dans une coopération entre Mhm. les éditions de Raphaël de Surtis et Terre Noire. Euh, Oui. on mentionnera aussi que bah, toi et moi, nous faisons partie de Terre Noire, donc Mhm. on aura l'occasion d'en parler un petit peu, de présenter. Et je continue, on passe justement, euh, tu as mentionné tout à l'heure l'alpha et l'oméga, mais qu'est-ce que c'est l'alpha? Parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Or, ton livre s'ouvre avec ça. Bah, Qu'est-ce que tu c'est évoqueras? le commencement, c'est la première lettre de l'alphabet grec, donc c'est vraiment le début l'oméga, c'est la dernière. Après, dans la gnose, chez les gnostiques, c'est inversé, hein. Donc, je l'ai pas fait comme ça parce que peut-être que les gens qui ne connaissent pas se seraient dit, elle a fait une erreur. Mais voilà, chez les gnostiques, c'est l'oméga et l'alpha, c'est-à-dire que la fin, c'est le début. Donc,
d'emblée introduit finalement cette déambulation entre deux polarités, si je comprends bien, Oui. gnostique. Ouais. Gnostique, mais si tu veux, en faisant mes études, je ne pouvais pas passer à côté de la gnose et de l'alchimie parce que Jung a beaucoup travaillé ça. Et si je voulais comprendre Jung vraiment dans son esprit, dans son essence, il fallait que j'aille voir aussi là ce qui s'est passé et pourquoi il y est allé. Est-ce que ça allait m'apporter dans la lecture et dans sa compréhension? Et en ça, moi je trouve ça très très intéressant parce que c'est pas facile d'accès. Or, les images que tu amènes dans leur diversité, ben, pour moi c'est un peu comme les rêves, les images de rêve, comme si elles donnaient un peu accès à ce monde-là. On va regarder la première image. Eh ben justement, l'unus mundus. Alors, pour dire aux gens qui nous regardent, j'ai choisi des images et toi, tu en as choisi une. Je ne connais pas les tiennes, hein, je ne sais pas lesquelles tu Mhm, as mhm, choisies. mhm. Donc, ça là, c'est une image que moi, j'ai choisie justement dans cette alpha, dans cette unus mundus, dans cette relation au monde et au grand tout. C'est que je pense que tout le monde se demande qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que les planètes, l'influence des planètes? Parce que Jung aussi en a beaucoup parlé, parce que quand il avait un patient dont il ne comprenait pas la problématique, pardon, il demandait à faire son thème astral. Mhm. Donc, c'est vraiment recentrer l'humain dans son macro et dans son microcosme, et aussi de capter toutes ces énergies célestes qui viennent à nous comme un thème astral avec lesquels on doit travailler, qui font partie de nous, qui des fois sont des aspects positifs et des fois ce sont justement là où on doit aller travailler. Donc, c'est vraiment, eh ben, c'est la porte d'entrée à ce qu'on est. C'est la porte d'entrée à mon livre aussi. Alors, moi, cette image, on s'est dit qu'on allait raisonner tous les deux autour des images. Et moi, cette image, quand je la contemple, me touche beaucoup aussi par le fait que c'est un enfant qui est au centre. Comme si c'était justement, j'y ai ressenti comme une invitation à aller vers cet esprit de l'enfant, avec l'émerveillement, la curiosité qu'il peut y avoir chez un enfant à contempler tout ça. Et puis, j'étais frappé aussi par ces cercles qui, euh, appelle chez l'analyse de rêve tout de suite une idée de mandala, de circularité, de présence du soi. Tout à fait, tout Et à fait. toi, tu as rajouté un texte on a choisi exprès de montrer que les images et de garder les textes en dehors pour pas alourdir. Et le texte, je vais le lire pour donner tout de suite une idée de comment ça s'articule. Tu as mis comme texte, nous portons les grandes images universelles qui, bien qu'elles varient dans le temps, les sociétés, les individus sont porteuses d'une même signification de base. Nous avons au fond de nous toute l'histoire du cosmos et toute l'histoire de l'humanité. Nous portons les grandes images universelles qui... Ah ben, il y a une petite répétition là. Ah, d'accord. Ah, erreur Ah, sur le bouquin alors. J'ai ouais, pas vu. mais voilà l'idée. On a les grandes images universelles qu'on porte tous. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis savoir qu'on est dans un environnement aussi, qu'on n'est pas toute seule, qu'on est lié à la trame, qu'on est dans l'universalité. Et cette présence de l'enfant, quelque chose que tu as capté comme ça, Ouais, 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 une une ouais. déambulation, Moi, je suis une photographe de rue, tu vois. Je suis une photographe qui vole les instants. Et d'accord. ça a encore été un moment magique, fantastique. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette photo, c'est que l'enfant, il a le bras levé comme s'il voulait atteindre quelque chose de plus haut que lui aussi, quelque chose d'ascendant. Et puis, bah, la symbolique aussi du mandala avec le soleil au milieu, le soir, il y a quand même beaucoup d'éléments symboliques aussi dans cette image par rapport à l'individu. Absolument. Et en fait, ça renvoie aussi un peu au travail qu'on peut faire avec les rêves, c'est-à-dire des images qui paraissent banales au prime abord. Si on prend un pas de recul, tout d'un coup révèle une profondeur de sens. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi avec la captation. Alors je trouve ça intéressant quand tu te dis photographe de rue, si je comprends bien, tu captes des instants comme ça, Oui. et tu fais ressortir le... Ouais. On va voir l'image suivante. Ouais. Ah, Alors, voilà. qu'est-ce que c'est?
Ah, ben, un labyrinthe, ça c'est aussi des grands thèmes de Jung et notamment son travail sur les mythes. Donc, eh ben, le labyrinthe, c'est le symbole du soi aussi, c'est un Mhm. archétype. C'est une proposition de voyage intérieur qu'on doit prendre pour atteindre le soi. C'est un processus d'individuation, c'est le minotaure au milieu, c'est le combat, c'est se libérer, c'est cheminer aussi. Donc, oui, cette photo, elle a été. Alors, ce qui est très drôle dans cette photo, c'est que j'y suis restée 2 ou 3 heures et personne ne marchait à l'intérieur du labyrinthe. Mhm. Mhm. Ça a été très, très, très étonnant. C'est que euh, j'ai attendu et personne ne venait. Tout le monde tournait autour. Une espèce de peur encore collective, je dirais, de rentrer et d'aller dans ce combat-là. Et je crois que ça, c'était vraiment très inconscient. Très, Mhm. très Mhm. inconscient. Ça parle de la puissance des symboles, finalement, qui, même si c'est pas rendu conscient, finalement, les gens ont un réflexe euh, devant ce qui est présenté là. Et où Et c'est que tu as fait cette photo? Parce qu'en fait, à travers ton livre, on voyage aussi. Il y a plein ouais. de lieux qui sont visités. Est-ce que tu te souviens d'où vient cette photo? Ah oui, je me souviens parfaitement bien. Alors, toi, cette photo, elle a été faite à la ville des parfums, à Grasse. Et D'accord. en fait, bon, moi, j'ai vécu un moment sur la Côte d'Azur, et en fait, de toutes mes amies, personne ne connaissait ce labyrinthe. Et en fait, il est en bas de l'église principale qui est sur une colline. Et bon, je pense que l'architecte était super connecté et je pense qu'il y a des rivières souterraines qui passent. Et je pense qu'au niveau énergie tellurique, il y a une fonction bien précise que nos bâtisseurs des cathédrales connaissaient. Et je pense que l'architecte était parfaitement au courant de ces forces-là. Mais peut-être que ces forces-là, cet endroit où il était, repoussaient les gens aussi. Tu vois, c'est peut-être trop fort pour que les gens aillent dessus. Mais en tout cas, il est là et il est en train de leur dire, venez, n'ayez pas peur, entrez. C'est-à-dire que moi, ce que ça me fait venir comme résonance, c'est que ça invite à un cheminement sacré, un cheminement Oui, conscient. On n'entre pas dans le labyrinthe comme on entre dans un supermarché. ouais, On y entre consciemment. Il y a cet hexagramme du I Ching, je crois que c'est le 10, qui est marche rituelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon d'entrer dans le labyrinthe et de s'y déplacer consciemment. Donc c'est un chemin initiatique auquel tu nous ouais, invites. Là, tu as présenté le chemin initiatique. Et ouais. dans ton commentaire, enfin dans le texte que tu as mis qui est tiré de Joseph Campbell, tu évoques justement Ariane et le Minotaure et tu parles du chemin de la liberté. C'est le chemin de la liberté, si je comprends Ouais, bien, qui est ouais. présenté. C'est la rencontre avec le soi. C'est ce que toi, tu as trouvé, rencontré dans cette étude de la psychologie des profondeurs. Si on admet qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont complètement néophytes, qui ne savent pas ce que c'est, où c'est que ça amène la psychologie des profondeurs de Jung? Alors, à une libération de ses peurs, de ses angoisses, à une purification du mental, et à une légèreté. Jung appelle ça l'individuation, mais c'est vraiment ne plus se voir comme quelqu'un d'aliéné et de victime, Hmm. mais de voir qu'on est notre propre héros et que notre vie, on la crée comme... bon, après, c'est vite dit, c'est bien, c'est pas toujours facile, hein, mais on peut s'alléger de nos victimisations et aussi simplifier la relation à l'autre parce qu'on est interdépendants les uns des autres et dans une relation, on est deux, chacun tient son bout. Mais quel bout je tiens, moi? T'écoutes parler, j'ai l'impression qu'en fait, ce livre, c'est l'expression, le fruit, la concrétisation de l'expression de ton cheminement, finalement. C'est un peu comme ton chef-d'œuvre au sens de ce que faisaient les compagnons qui faisaient tout un chemin initiatique, puis qui finalement réalisaient quelque chose qui exprimait ce chemin.
Oui, oui, non, mais bien sûr, mais en même temps, si tu veux, j'ai voulu le regarder, j'ai regardé ma vie et mon environnement, mon entourage d'une manière plus précise avec cette formation, tu vois, en voyant ce qui était en train de se jouer. Avant, je ne voyais que ce qui se jouait pour moi, mais là, j'ai une lecture de thérapeute, Mhm, mhm, tu mhm, vois, mhm. qui peut déceler les enjeux, les aboutissants, ce qui est en train de se créer ou de se libérer. Et puis, il y a aussi la beauté du monde, tu vois, je crois, dans mon livre. C'est qu'il y a quelque chose de l'intériorité, mais j'ai aussi essayé de mettre un regard sur cette beauté magnifique dans laquelle on vit. Oui, Et et donc, alors, juste pour... Dis-moi. non, non, vas-y, vas-y. Juste pour te dire que sur la photo, tu vois encore dans ces choses magiques qui passent, il y a quand même un fer, un reflet dans l'objectif vert qui est la couleur de Mercure, hein, la Mhm, volatilité, mhm, mhm. qui indique quand même le centre du labyrinthe et qui nous invite encore à regarder ce centre précisément. Oui, oui, d'accord, oui. Et comme une orbe lumineuse, en effet, qui... Ouais, ouais. Et Mais- puis, dans ce labyrinthe, il y a aussi derrière plein de portes, un escalier qui nous invite à monter plus haut, des portes à ouvrir, des fenêtres à ouvrir. Enfin, j'ai l'impression il peut y avoir aussi plein de messages par rapport au labyrinthe. Et qu'on n'est pas coincé dans le labyrinthe, il y a des portes de sortie. Il y a un escalier pour aller plus loin, une fois qu'on a traversé le labyrinthe. D'accord. Ah, c'est comme quoi l'image est d'une richesse, on a presque envie de pousser une porte. Et t'évoquais la beauté du monde, et en fait, moi, j'ai le livre sous les yeux avec l'image, et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est comment tu as procédé dans les vis-à-vis. Alors, je ne pourrais pas la montrer, je pourrais juste la faire voir comme ça. Ah oui, Juste ouais. en vis-à-vis de ce labyrinthe, on a euh, une photo extraordinaire. On dirait une bâtisse sur une île au milieu de l'eau avec un reflet. Et donc là, on a cette profondeur de l'inconscient, cette bâtisse. Et là, par contre, il faut avoir le livre entre les mains pour vraiment déguster justement ces paysages que tu montres. C'est Et l'eau aussi, qui est quand même le symbole de l'inconscient. Ouais. tout à fait. C'est bon, c'est très très riche. En continuant, on a en déambule hein, finalement à Ouais, travers cette voilà, image. exactement Alors ça. cette image-là est assez surprenante, prise comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu as voulu évoquer par là? Ah ben, alors, qu'est-ce que j'ai voulu évoquer? C'est pas moi qui ai voulu évoquer, tu vois, c'est que Hmm. ça m'a donné à évoquer. Et ben là, tu vois, je suis un peu dans le transgénérationnel quand même dans cette histoire-là. Un peu dans l'opposition des contraires, et sur ce questionnement de l'enfant qui arrive sur Terre et qui s'intègre dans une famille et qui va absorber le transgénérationnel, les us et coutumes de cette famille, et qui, dans sa recherche de quête de soi, va devoir dépasser tout ça pour trouver sa propre individualité. Et ils sont un peu marqués au fer rouge, on est un peu marqué au fer rouge dans notre naissance par notre famille. Et là, on a bien deux oppositions d'énergie complètement différentes, qui est rouge, la créativité, et de l'autre côté, un côté plus armé, plus, enfin, je dirais pas armé, plus autoritaire, plus structuré. Et donc, je pense que les enfants de droite et de gauche n'auront pas le même, le même moi au départ, tu vois? Donc, c'est déjà de voir qu'au départ, on a des choses à régler du transgénérationnel et que déjà, on n'est pas soi. On n'est que la représentation d'une famille, d'une société et d'une culture. D'où le texte que tu as mis en vis-à-vis sur la page d'à côté qui évoque le karma et où Jung s'interroge en se demandant, je ne sais que répondre à la question de savoir si le karma que je vis est le résultat de mes vies passées ou s'il n'est pas plutôt une acquisition de mes ancêtres dont l'héritage s'est condensé en moi. Suis-je une combinaison de vies d'ancêtres et est-ce que je réincarne ces vies? Ai-je vécu déjà une fois comme personnalité déterminée? Ai-je progressé assez dans cette vie-là pour pouvoir maintenant esquisser une solution? Et là, on a tout Young, je l'ignore. Quand je dis tout Young, c'est qu'on a cette humilité
de Jung qui était capable de reconnaître qu'il ne savait pas. Il posait des questions mm, et il prétendait pas nécessairement avoir la réponse. mm, mm. Mais je pense qu'il n'avait pas la réponse non plus. Ah oui, oui, il avait certainement pas la réponse. Il avait Oui, l'humilité ouais, de reconnaître qu'il n'avait pas la réponse. Il soulevait ouais, la question. Moi, je me prends à rêver qu'en fait, en regardant cette image, ce contraste, que les enfants vont jouer ensemble, que les enfants peuvent jouer ensemble. Il y a la curiosité de ce petit garçon en rouge qui regarde ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai l'impression qu'au niveau des enfants, en tout cas, ça peut se rencontrer. C'est peut-être plus difficile au niveau des adultes qui sont visiblement chacun un peu de leur côté dans dans leurs histoires. Mais c'est ce que ça m'a évoqué. Mais je ouais, dois avouer que c'est une image qui m'a surpris. ouais. Je me suis arrêté devant, je- ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un arrangement. Tu as pas, si je comprends bien, convoqué Ouais. des figurants pour qu'ils fassent une mise en scène. C'est ça presque qui est surprenant. Mais ça, tu vois, ça m'intéressait pas de faire ça parce que ça faisait pas partie de ce que j'avais compris de Jung et de ce que je pouvais voir dans la réalité. Donc ça m'intéressait pas de faire ça. Tu vois? Je comprends. Non, mais justement, c'est ton œil de photographe qui capte des choses et qui a su en même temps les réintégrer Ouais, dans un tissu de sens, si je comprends ouais. bien. Et là, si tu veux aussi, on a des oppositions entre l'éros et le logos, tu vois? Il y Oui. a aussi des oppositions de structures qui doivent à un moment se rejoindre. Et je voyais ce pilier central qui donne un peu l'équilibre. Il faut être animus et anima, et il faut être un peu dans les deux, en fait. Tu vois, le rouge, la créativité et la structure plus solide du logos. Et je trouve que symboliquement, c'est ça, voilà, ça fonctionne parce qu'on doit être les deux à la fois, quoi. Et du coup, mon attention est attirée par les fleurs à l'avant-plan. Il y a de la vie là, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Il y a des fleurs, si je comprends bien, sur le bord du trottoir, parce qu'on a Ouais, une... ouais, ouais. Alors on continue? Ouais. Qu'est-ce qui se Alors, passe? Alors là, on les prend un peu dans l'ordre du bouquin. Donc là, on arrive après la génération, le transgénérationnel. Euh, C'était un peu la fragmentation de la psyché après tout ça. C'est comment on devient soi, comment on est fragmenté avec nos frustrations, nos névroses, avec nos complexes, comment on arrive à se réunifier et comment on se réunifie. Parce que aussi, dans le fait qu'il y ait trois yeux, il y a aussi cette multiplicité des regards qu'on peut avoir sur la chose. Mhm, Et mhm. quelle est la vérité? Quelle est notre vérité, notre propre vérité, sans passer par le prisme d'autres regards? Moi, je t'ai frappé par l'intensité du regard, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression littéralement qu'il me fixe dans Hum, l'image, comme si il vient aussi du coup, me scruter ouais. dans l'image que je regarde. Ah oui, c'est puissant. En plus, nous, bon, on est un peu jungien quand même. Je trouve que ce symbolisme de la fragmentation est vraiment évident, tu vois, par rapport à nos métiers. Oui, c'est certain. Notre tâche étant de nous réunifier et en même temps d'être capable d'entendre les différentes parties, les différents regards qu'on peut avoir à l'intérieur, ou de les faire jouer dans le bac à sable, ou de leur prêter voix à travers l'écoute du rêve. Bien sûr. Euh, Et- le texte que tu as accolé à cette image est un texte qui se médite profondément, qui explicite vraiment profondément la démarche jungienne. Le sens de mon existence est que la vie me pose une question, ou inversement, je suis moi-même une question posée au monde, et je dois fournir ma réponse. Sinon, j'en suis réduit à la réponse que me donnera le monde. Donc là, on a toute l'individuation
C'est soit je me contente de la réponse que mon milieu m'a donnée, que mon époque me donne, que ce à quoi j'adhère me donne, soit je vais chercher ma réponse, ou Ouais, j'offre ma réponse. ouais, ouais, mais moi, elle m'émeut beaucoup cette phrase, tu vois. Je Mhm. la trouve d'une force incroyable. Parce que c'est un peu toujours ce que je me pose tous les jours comme question, tu vois, par rapport aux événements, par rapport à la société, par rapport à la culture, parce qu'on est quand même pas mal des prêts-à-penser au final, tu vois. Et il faut toujours chercher sa réponse. Et notre réponse, on l'a pas tout de suite du premier coup, parce qu'en même temps, il faut l'intégrer, il faut la mâchouiller et savoir si effectivement ça résonne bien au fond de nous et si ça c'est juste. Absolument, je crois que ça, c'est peut-être ce qui caractérise particulièrement les Jungiens et Jungiennes, de se coltiner avec ce questionnement-là. Et là, se soulignerait justement la puissance du fait d'accoler cette réflexion à cette image. Parce qu'encore une fois, ce regard, il nous scrute, et presque l'impression que cet homme, finalement, il y a une certaine tension qui se dégage dans son regard, même dans son visage, et il attend une réponse. Il cherche une réponse. Enfin voilà, c'est l'impression que moi, il me communique. Et puis ce troisième œil, tu vois, quel est-il, ce troisième œil? C'est peut-être Mhm. celui de la conscience et de la connaissance. Celui qui réunifie les deux, la Ouais. dualité. On s'en va voir, si je ne me trompe pas, on s'en va voir Ah, quelque chose qui est très proche. Une des choses qui ressort de cette exploration, mais je te laisse en parler. Qu'est-ce que... bah, c'est ton choix, tu veux pas en parler toi? Ah ah, mais non, toi, qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu y as vu? Eh ben alors ça, c'est tiré dans la série que j'ai faite sur l'ombre et la lumière. Mhm. Ah, l'ombre chez Jung, grand sujet, très grand sujet. Donc, eh ben, elle part un peu en tunnel aussi. Elle part du. Enfin, il y a une aspect graphique très intéressant. Et ben moi, ce qu'elle me renvoie vraiment à moi, c'est mon morcellement. Encore, mais morcellement de passer continuellement de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, perpétuellement, et de toujours aller gratter dans mon ombre, mais aussi de révéler les parties lumineuses que je ne voyais pas. Et peut-être dans ces moments de mini-dépression, de voir aussi, de savoir que j'ai aussi de la lumière en moi. Et Mhm. donc c'est un cheminement toute ma vie où je sais que je vais passer de l'ombre à la lumière. Les transitions sont de plus en plus courtes, heureusement, grâce au travail qu'on fait. Mais voilà, j'ai l'impression de cheminer comme ça. Et toi, comment tu la sens, cette photo? Ben moi, en fait, elle m'invite à une espèce de renversement de perspective. Je la verrais presque comme une échelle. Euh, D'accord. Ok. c'est comme si on a vraiment les barreaux d'une échelle. Alors, on a cette alternance que tu dis, mais on a vraiment une progression dans la perspective. Ça invite à un renversement de perspective, hein. Ça invite finalement à mettre ce qui était vertical, tout d'un coup, à le mettre horizontal. Et du coup, ce qui était horizontal devient vertical. Et puis, je suis frappé par cette silhouette qui, elle, traverse en fait toute l'alternance, parce que finalement, qu'on soit dans l'ombre ou la lumière, nous, du point de vue conscient, dans des moments plutôt lumineux ou des moments plutôt dépressifs, il y a un truc qui est là, qui est sûr, l'ombre est là, notre ombre est là. Et finalement, du coup, ben, elle me semble pointer une direction. Il y a une élongation de cette ombre dans l'échelle. Ça donne aussi l'idée qu'il y a la lumière est derrière et qu'elle se projette en avant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une échelle. C'est une image que j'aurais presque, voilà, que je regarderais comme ça, quasiment. Voilà. Faut dire que dans le livre, elle est comme ça, hein, elle n'est pas en verticale, hein, parce que le livre est à l'italienne, donc elle est vraiment posée comme ça dans Oui, le oui, c'est livre. ça. Moi, je suis dans le livre au fur et à Ah. mesure les images. Euh, Alors, tu sais, ce qu'il y a de magnifique quand je parle aux gens, que je fais des échanges comme ça, c'est que, en fait, je m'aperçois qu'il y a plein d'interprétations différentes
et que chacun, en fonction de sa structure, de son vécu, voit des choses différentes de miennes, mais qui se complètent au final, mais qui prouvent aussi pas pas la qualité, la qualité, pas dans le sens qualitatif, hein, mais de l'esprit des gens, tu vois. Et il y a certaines photos, il y en a une notamment où on en parle, que j'ai sélectionnée, où c'est flagrant, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu offres aussi à travers l'image, c'est littéralement comme un test projectif, hein. C'est-à-dire qu'on Ouais, va se projeter dans l'image. C'est peut-être bien justement la puissance du fait d'accoler l'image au texte. Le texte, déjà, on n'est pas nécessairement le même sens derrière les mots, donc il faudrait, ouais, si on discutait du texte, on pourrait, là. Mais l'image sollicite très directement une projection, on crée une résonance en nous. Donc en effet, c'est très intéressant. Euh, c'est peut-être un travail à imaginer, un nouveau test projectif jungien à partir de certaines images. bah, on me l'a proposé, mais non. Ah, je continue, on a Oui, oui, oui. une autre image, alors à nouveau assez surprenante. Je sais que tu allais chercher ça, enfin, petite idée, mais Alors, où à ton avis? ben, en Espagne, hein, je Oui, suppose, oui, à un Madrid. soir, un soir de match de foot. Oui, exact, exact. Donc là, moi, j'ai abordé pour moi, l'inconscient collectif et les archétypes. Vraiment, c'est cette masse globi-goulba uniforme de l'inconscient collectif. Euh, Là, le football, ça devient une arène de rites ancestraux, Hmm. de bataille. Attends, j'ai mon ordinateur qui fait des siennes. Euh, Il y a un gardien du seuil, en fait. Il y en a deux. Il y a la police et il y a le sens interdit. Dans quel sens vont-ils? Ils ont l'air d'être bloqués, de stagner dans un inconscient collectif, dans un inconscient collectif, dans une masse. Comment on s'en détache de ça? Comment on cesse de répondre au dictat de la masse? Voilà, moi je crois Ben que... oui, mais en fait, c'est très puissant. On peut l'entendre vociférer, cette foule. Et moi, j'ai sous les yeux les deux images en vis-à-vis. Le texte que tu as mis sur cette image, tu évoques l'inconscient, un homme sans âme, ou plutôt un homme qui n'aurait pas reconnu la figure de son âme, est voué au pire destin, deux points, l'écrasement par l'inconscient qu'il aurait fini par oublier, l'aliénation de lui-même au pouvoir de la masse qui le submerge malgré lui. Donc tu communiques quelque chose de très puissant là. Mais c'est encore plus puissant avec les images qu'il y a en face, parce qu'en face, tu nous montres, au fond, euh, tu montres des crânes, tu montres des visages informes, peut-être venant d'un mémorial, et un Ouais, texte de Jung extrêmement dur, extrêmement fort. Abreuvez-vous à satiété des horreurs sanglantes de la guerre, assouvissez votre faim de tuerie et de destruction, et alors vos yeux s'ouvriront, et vous verrez que c'est vous-même qui portez de tels fruits. ouais. Alors tu as raison, c'est un mémorial. Et en fait, tu vois, c'était dire sans dire avec l'inconscient, avec cette photo de football, mais c'est par rapport au mémorial, c'est de montrer jusqu'où ça va, l'inconscient collectif, tu vois. Comment on peut être happé et perdre la raison, perdre le cœur, et vraiment arriver à faire des gestes inhumains parce que juste on ne sait pas réfléchir parce on colle à la masse. Mais moi, ça m'a frappé en parcourant le livre, en m'arrêtant devant cette image, hein, puisque j'ai pris chacune des images que tu as proposées dans cette PowerPoint, et puis je les ai regardées, je les ai contemplées, et j'ai trouvé du coup que c'était comme s'il y avait quelque chose qui connecte profondément à l'actualité, un appel à réaliser qu'on est pris par l'inconscient collectif
et que si on ne s'en libère pas, si on ne fait pas l'effort de s'en libérer, ben, ça ne fait que reproduire des tueries après des tueries et d'autres tueries. Ben, c'est toute la littérature que Jung a écrit sur le bien et sur le mal, tu vois, sur la puissance du mal. Et là, on en arrive à ça et on peut aussi être capté par le mal. C'est une énergie qui est là, qui existe et elle est vraiment vivante. Elle est vivante. Elle est vivante, elle veut participer à la vie, disait Jung. Ouais, Et on est obligé de négocier avec elle, c'est-à-dire de chercher à la rendre consciente si on ne veut pas qu'elle ouais, nous manipule, qu'elle nous ouais. en... Ah ouais. Mais ça, c'est aussi, bon, les gnostiques parleraient du démiurge, tu vois, mais Mhm, mhm. oui, c'est une énergie qui est là, comme l'amour. Qui réclame d'être rendue consciente. Et du coup, c'est intéressant que tu présentes ces policiers, le policier national, comme gardien du sol. Il y a une limite, il y a quand même un containment qui est donné ici. Ouf. Alors, Ouais, oui, vas-y. ouais, elle me trouble cette photo, tu vois, parce que oui, ils sont entre le sens interdit dans un sens et la police nationale de l'autre, et moi, je les trouve bloqués, tu vois, entre Mm. deux interdits. Voilà. Oui, bloqué entre deux interdits et dans une célébration, dans quelque chose qui est comme une fête, et en même temps, qu'est-ce que c'est? C'est Ouais. l'ancien rituel de l'ordalie collective. Enfin, Du pain et des jeux, hein, c'est un peu ça, hein, tu vois, on en est modernement retourné à ça ou toujours dans cette même continuité. oui, ça fonctionne bien du pain et des jeux, certainement. Oui, oui. Maintenant, il y a les séries, il y a les séries télévisées qui servent aussi dans les jeux, mais oui. Alors du coup, on va à l'image suivante. Euh, il y a un lien, mais que je ferai ressortir après entre les deux images, justement, ou entre les deux thèmes. Mais toi, qu'est-ce que tu as voulu évoquer ou qu'est-ce que ça te fait résonner là maintenant? Alors, ouais, on va parler de résonance, là, vraiment, ça, c'est très personnel. Ça me fait penser aux névroses et aux complexes, tu vois. Mhm, mhm. Quand tu es thérapeute et que tu vois ce genre de situation, tu ne peux pas aller au-delà de penser, mais qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Sur quoi ça va rebondir et comment ça va ressortir dans sa vie future. Et ce qui m'interpelle aussi, tu vois, c'est deux femmes qui boivent et qui ne bougent pas, qui voient l'enfant en souffrance et qui ne réagissent pas. Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que elles-mêmes, ça leur rappelle des situations d'enfant? Est-ce que, il n'y a pas de résilience? Il y a une continuité dans l'espèce d'abandon à la souffrance, quoi. Après, on peut interpréter évidemment différemment. Il a fait une connerie, il est puni, c'est OK, tu vois. Mais moi, dans ma vision première, c'est qu'est-ce que ça laisse comme trace derrière ce genre de situation avec les parents. Alors, en effet, hein, de toute façon, on interprète les images, on les laisse résonner. Moi, tu vois, j'ai eu l'impression, de toute façon, que les adultes étaient dans leur conversation, Mm. dans leur histoire, et que les enfants sont vraiment dans leur monde. Ouais, 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 Et encore plus ce petit garçon qui est la tête entre les mains, et complètement dans son monde. Il n'y a personne pour même lui mettre la main sur l'épaule, lui dire qu'est-ce qui se passe, ouais. comment tu vas. Qu'est-ce qui arrive? Et justement, en effet, le texte que tu as mis évoque le névrosé et tu parles du fait que le névrosé sent vivre en lui l'âme d'un enfant qui supporte mal les restrictions dans le sens lui échappe. Et tu mentionnes que ça l'amène vers une désunion, vers une forme de guerre civile. C'est pour ça que je vois un écho profond entre les deux images qu'on vient de voir. Tout à l'heure, ce débordement de la foule, un petit peu de l'inconscient, l'évocation de la guerre, et puis là, tout d'un coup, peut-être les ferments de la guerre civile intérieure, Ouais. l'abandon, ou le sentiment que les adultes sont dans leur monde et puis prêtent pas Et attention. tu vois que cet enfant, tu vois, il est replié sur lui-même, il a de la tête contre le mur, il peut pas avancer, tu vois, il est bloqué, il est bloqué là. Il y a un blocage, il y a vraiment un blocage. Et l'autre petit garçon, il a l'air d'aller bien, tu vois. Il est aussi indifférent à ce qui se passe à son petit copain. Oui, oui, oui. Oui, oui.
Lui, il est seul, on dirait qu'il est perdu dans son monde, dans ce qu'il Ouais, vit. ouais, Alors heureusement, il y a un chemin hors de la névrose, hein, c'est un peu ça aussi le travail que propose Jung, que proposait Jung, tout ce travail de psychothérapie jungienne. Ça part de nos conflits intérieurs, de toute façon. Ça part aussi du fait de retrouver ces enfants en nous, de retrouver l'enfant qui s'est caché sous l'escalier ou qui allait jouer tout seul dans le jardin et pleurer silencieusement ou qui pleurait dans son lit. Enfin, on repart de là. Et puis, ben, c'est quand même un chemin très constructif. ouais. Et cependant, euh, il y a cette image que tu as proposée qui est que, voilà. Alors là, bah, on parle de l'individuation, évidemment, et de l'inconscient collectif, et de cette masse qui avance, bien collée, bien serrée, sans savoir vraiment où elle va. Euh, les étiquettes, ça stigmatise les gens quand même aussi. Mhm, mhm. Et puis, au bout, bah, il y a peut-être un guide. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être libéré ou qui montre un chemin. Qui sait où aller, en tout cas. Il sait où aller, ou il s'en est peut-être sorti, mais j'ai trouvé ça vraiment, tu vois, dans le symbolisme, je trouve que cette image-là, elle n'a pas besoin, et je pense que tu la mets dans n'importe quel pays, c'est tellement archétypal que tout le monde la comprend. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un enfant qui semble guider le troupeau Ouais, ici, hein. ouais, Il y ouais. a une innocence d'enfant, un enfant qui a un peu grandi par rapport à l'image précédente, mais puis il a l'air assez joyeux, lui. Et il est sorti du troupeau. Et il est sorti du troupeau. Ouais, ouais. Le Et texte moi, que tu as collé, excuse-moi, seul peut résister à la puissance de la masse celui qui ne se cramponne pas dans l'extérieur, mais qui prend appui dans son monde intérieur, et il possède un havre sûr. Je crois que tu livres une clé importante là. c'est ce que Jung appelait la psychologie du troupeau aussi, ça, hein. Mm, mm. Donc Et là, on est puis, vraiment sur le thème de la masse, justement, de la névrose tout à l'heure, et finalement de l'individuation qui permet d'en sortir. ouais, et puis le moi qui est non différencié aussi, là, tu vois, le moi n'est pas sain. Ah, des jolies couleurs. Ce qui est intéressant aussi, le contraste dans cette photo. Je me demande moi comment techniquement tu as fait ça, puisque ça a l'air d'être une photo en noir et blanc et dont ressortent toutes les étiquettes en couleur. C'est assez frappant. Oui, non, c'est facile à faire, ça. Tu mets deux photos et tu gommes. Ah bah oui, mais tu sais, quand on connaît pas, voilà. Non, Ouais, non, mais je suis pas très douée en Photoshop et ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Oui, et puis tu vois, cette quête, ces espèces de marquages, de codes d'identité, de, comment ça s'appelle, là, les trucs qu'on passe pour acheter de codes barres, quoi. oui, Tu oui, vois? oui, oui. Des codes barres, quoi. Voilà. Quand on est dans le troupeau, on a les codes barres. Ouais. Ouais, 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 ouais. Après, c'est pas un regard pessimiste, si tu veux, sur le monde, c'est regarder les pièges. Mhm. Regardez la réalité et ça, vous pouvez vous en regarder, observer, observer, observer. Vous vous situez où dans dans cette histoire-là de votre vie? C'est un travail de conscience. C'est un travail de conscience. Et sortir de l'inconscience, sortir Ouais, de ouais, notre ouais, apathie, de notre ouais, endormissement. ouais, ouais. Alors, dans l'individuation, il y a un défi dans le travail avec les contraires, hein. J'ai déjà Ah. livré quelque chose peut-être de cette image, mais euh, Alors, tiens, une petite question. Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que ça, c'est une image qui m'intéresse beaucoup. c'est cette image que justement tu évoquais tout à l'heure. Oui, oui, Alors, il a fallu que je précise mon regard pour voir donc des empilements de chaises qui ouais, forment comme une demi-roue
Mais la première impression que j'ai eue quand j'ai vu cette image, c'est comme si j'avais pu voir un disque solaire avec des ailes qui, euh, qui était là, et puis au milieu ce couple, euh, mais qui a une conjonction déjà du masculin, du féminin au milieu. Donc la première appréhension que j'ai eue de l'image, elle m'a un peu saisi parce que j'ai commencé à voir, comme je te dis, un disque solaire et les ailes, les rayons. Alors, tu vois, moi, la première impression que j'ai vue, c'était les ailes d'ange. Hmm. Et j'ai montré à une personne qui m'a dit, ah, une araignée. Tu vois? Et je me suis dit, c'est quand même, elle est très forte. Enfin bon, on a un petit peu capté, coupé du mystère, mais ça m'a bien prouvé combien on voyait les choses différemment et combien nos images archétypales étaient différentes aussi, tu vois, au Mhm, final. mhm, mhm. Alors cette image-là, moi je la trouve, je l'adore, je la trouve très forte, très super symbolique, parce que on commence déjà par avoir la projection du nombre à gauche. Tu vois, Oui, est-ce que c'est oui, l'ombre, est-ce oui. que c'est l'inconscient qui met en lumière? Et toi, tu parles du soleil, et oui, on arrive justement au soi. Si c'est un soleil, c'est tu vas centrer autour du soi et y arriver. Après, bah oui, il y a un cercle, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, et puis il y a ce couple. Alors, le fameux couple, on peut en donner plein d'explications. La première chose, c'est Animus et Anima, tu vois? Et aussi, moi, j'y vois aussi les noces alchimiques. Mhm, mhm, Tu mhm. vois, l'espèce d'androgynie et de récupération de nos deux énergies féminines et masculines qui, dans le symbolique, en fait, sont des structures. Et tu sais que l'analyse des rêves, quand on voit un couple, souvent on a une évocation du soi, parce qu'on a au fond les deux contraires qui Ouais, sont là, les deux complémentaires. Hein. Et d'ailleurs, ouais, toi, le texte que tu as accolé à cette image, tu mets la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en seront transformés. Donc là, tu nous introduis aussi au mystère de la relation, finalement. On pourrait dire le mystère de l'amour, mais de l'éros, le mystère de la relation, qui va transformer les deux. ouais, On ne sait pas ce qu'ils regardent, c'est à se demander si ils sont à l'entrée d'un édifice. Je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose encore à voir sur le côté que nous, on ne voit pas? non, 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 c'est non. En tout cas, elle peut-être est que c'est derrière. souriante. Pardon? Elle est souriante. Ouais, ouais, et puis bon, moi j'aime bien Et puis, si tu veux, quand tu regardes le vêtement de l'homme devant, il a rayures aussi, tu vois, presque qui se font avec les chaises. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que l'effet est assez impressionnant et c'est intéressant. C'est intéressant ces tests projectifs finalement, ces images, les offrir sans aucune explication et de voir qu'est-ce qui en émerge. Ouais, et puis, cette espèce de focus, tu vois, sur le couple, sur le dos. Et puis, ce côté angélé. Enfin, moi, je vois un ange, hein, donc, euh, je vois un ange déployé, tu vois, avec deux têtes. D'accord, d'accord. Vraiment. Alors c'est marrant que tu parles d'ange parce que j'amène à l'image suivante qui est une image que c'est moi qui ai choisie et Ouais. justement c'est cette image qui m'avait appelé que j'avais envie de t'inviter à commenter. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est sur l'alchimie. Hmm. Et c'est les quatre vertus de l'alchimie aussi. Les quatre. J'ai pas révisé, donc je ne saurais donner. Mais il y a un chiffre 101 avec le triangle qui est un chiffre symbolique très fort. On a le bateau qui représente le vaisseau chez les alchimistes. L'espèce de, ça s'appelle un espèce de plat, je ne saurais pas trop trouver l'adjectif, où on œuvre. Et puis, il y a aussi, alors je crois que c'est un pélican, il faudra que je trouve. Et il y a aussi l'ancrage, être ancré.
Et voilà, donc je ne saurais pas, j'aurais dû réviser, je ne l'ai pas fait, mais en même temps, ce sont des choses très anciennes et l'alchimie a toujours fait partie des voies aussi. Mhm, mhm, Voilà, donc c'est un peu un hommage à ça que j'ai fait en expliquant que il faut être centré et axé pour entrer dans cette voie-là et qu'il y avait des règles auxquelles si on s'y colle pas, ça fonctionnera pas. Et c'est un art millénaire. Et Jung a fait le parallèle entre l'alchimie opérative avec la matière et l'alchimie interne, l'alchimie dite spéculative, sur les trois couleurs, le noir, le blanc et le rouge, mais déjà en sachant que la première partie, la nigrido, qui en alchimie correspond à la putréfaction, aux scories, chez nous, ça va être l'abandon de notre souffrance et de notre partie obscure de notre ombre aussi, de mhm, nos peurs, de nos angoisses, etc. Et c'était quand même assez culotté, je trouve, à l'époque, parce que c'est un peu le Jung qui a ramené l'alchimie sur le devant de la scène. mhm, Et c'était quand même un peu culotté pour Jung d'aller voir dans la gnose, d'aller voir dans l'alchimie et d'amener cette symbolique-là, cette symbolique matérialiste, entre guillemets, et de la ramener au psychologique. Pour moi, ça m'impressionne vraiment, mais tout en sachant que fait de l'alchimie, même l'opérative, c'est comme une thérapie aussi. Parce que ce qui est dans le fourneau, les matières qui sont dans le fourneau résonnent en nous. mhm, mhm. Et ce n'est pas anodin quand on s'approche d'un matador. Attendez-vous à avoir des résultats dans votre vie. Je veux pas, voilà. Oui, Mais conjointement, ça fonctionne, séparément et conjointement, ça fonctionne bien. oui, oui, et comme tu dis, c'était très culotté. Jung a été traité de mystique. On a cherché à démolir sa psychologie, puisque Ouais. ça a été un véritable appel pour lui, la découverte de l'alchimie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte que les alchimistes dans ce qu'il décrivait quelque chose de tout à fait parallèle, symbolique à ce que lui observait dans les rêves et dans les processus d'individuation. Et beaucoup de livres jungiens parlent de ça. On a aux éditions Terre Noire Bertrand de la Bessière qui a publié Ouais. récemment un livre très intéressant et qui a écrit une clinique alchimique des rêves, absolument remarquable pour ceux que ça intéresse. Moi, cette image m'a saisi quand je l'ai vue, c'est pour ça que j'ai eu l'envie de te la proposer. En effet, comme une évocation ancestrale, comme quelque chose de très ancien, au-delà de la psychologie jungienne, avec ses symboles. Les quatre piliers, le 4 étant très volontiers rattaché à la présence du soi. Et pour moi, c'est assez souriant que ce que je n'avais pas vu l'image précédente, je n'avais pas vu un ange dans l'image précédente, et c'est donc assez souriant. J'ai placé cette image dans le diaporama à cet endroit-là. Donc, comme si l'ange qui commençait à se manifester tout à l'heure s'était maintenant déployé et apparaît dans ces quatre figures guides et gardiennes. Mais en même temps, si tu veux, je pense que Jung était vraiment artiste aussi, tu vois, parce qu'il a tellement travaillé sur l'énergétique. Euh, je ne vois pas en dehors de l'hermétisme ou de la symbolique chrétienne, mais il a fallu la retranscrire, la travailler, parce qu'elle avait été un petit peu perdue, quoi, vraiment dans la symbolique Là, énergétique. il a fondamentalement. Attends, je vais allumer la lumière parce que j'ai un orage qui vient de se déclencher Ah, zut. qui fait en sorte que je vois plus rien, quasiment. Voilà. Jung, on pourrait dire, est ce psychologue qui fait le pont avec les anciens. Là où la psychologie naissante avec Freud tendait vers le scientisme, hein, on pourrait dire, et une rationalisation de la psyché. Et Jung a tout le temps cherché à connecter avec les anciens mythes et aller chercher les anciennes sagesses. Et c'est pour ça qu'il est encore essentiel à notre époque. Il est même probablement très en avance sur certains points
parce on a besoin de reconnecter. On est tombé un peu dans ce mythe du progrès, comme si à partir du moment où on a découvert l'inconscient, la relativité, enfin au début du XXe siècle, fin du XIXe, on avait fait une coupure avec toute l'humanité qui précédait, et Jung a jeté un pont avec cette humanité qui était là auparavant. Euh, non, moi, en tout cas, cette image me parle beaucoup. Et je trouve intéressant, parce que je ne l'avais pas vu sous le plan des vertus, comme tu dis, mais j'étais sensible à ces présences symboliques qui sont les présences, au fond, gardiennes qui nous accompagnent dans le processus. Ça, c'est des piliers, si tu veux, c'est des piliers, quoi. Voilà. Ce sont C'est des les piliers. piliers, bon, on voit des bons sourires, hein. Je vois par exemple le deuxième ange à partir de la gauche, il a l'air de bien se marrer en nous regardant quand même, aller nous débattre. Et alors, on va arriver, ouais, voilà, on arrive à une image absolument magnifique. Qu'est-ce que tu as montré là? Ben là, j'ai montré de l'alchimie. Voilà, l'art Là. des musiques. On appelle ça l'art des musiques aussi parce que à l'époque, ils écoutaient, et comme les vitraillistes, les gens qui faisaient du verre pour les vitraux, ils savaient où en était la cuisson par rapport au son. Mhm, mhm. Voilà. Et ben, on arrive dans l'hermétisme complètement et que tout se transforme et tout mute. Peut- tout mute et on peut en arriver, bah, c'est l'alpha et l'oméga, c'est qu'on retourne dans la matière, la matière dense se purifie, mais la matière psychique aussi se purifier et que de l'imaille, d'antimoine, on en arrive à sortir différentes matières. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est une régule étoilée. Donc, c'est la purification d'antimoine. Et à un certain stade de purification, on voit apparaître une étoile dans le fer. C'est du fer de plus en plus pur. Donc, c'est assez dense comme poids. Et ça, c'est typique le fer de l'esprit Excalibur. C'est-à-dire que dans l'eau, ça ne rouillera jamais. D'accord, C'est du d'accord, fer d'accord, pur. Et ce d'accord. qu'on voit à côté, c'est ce qu'on appelle le lion vert. C'est-à-dire au fur et à mesure de la cuisson, la première cuisson, l'entier va se dégager de ses scories, donc l'anhydride se nettoyer, et plus on avance, plus on purifie les matières. Donc au fur et à mesure des cuissons, il y a d'abord les scories qui font ce qu'on appelle le caput, et ensuite, autour de la partie métallique qui se purifie, il va y avoir, au fur et à mesure de la cuisson, il va y avoir différentes couleurs. Du jaune, un jaune un peu canari, on va passer au jaune plus clair, au jaune translucide, et ensuite, la dernière, c'est le lion vert. Donc, vous savez que Jung a beaucoup travaillé sur l'alchimie, voilà, donc c'est une couleur dans l'élaboration et dans la purification. Mais j'entends que Alors toi, pourquoi tu as aussi étudié ces procédés, tu les connais de près. un petit peu, oui, un petit peu. Bah oui, parce que Jung m'a obligé à aller dans des lieux que je ne connaissais pas, tu D'accord. vois, parce que l'alchimie spéculative me parlait pas tellement, tu vois, de te dire mais comment la matière se transforme, comment ça se passe. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de voir. J'avais vraiment besoin de savoir. Donc ça, c'est un petit peu un hommage à son travail d'alchimiste aussi. Et puis, je trouvais que c'était peut-être bien d'offrir ça aussi au lecteur, de voir pour la première fois une régule étoilée. Ah Je oui, trouve que c'est un d'accord. beau cadeau aussi de voir que la matière n'est pas que celle qu'on voit et qu'elle bouge aussi, comme nous. Comme Elle nous se le transforme. transforme. Moi, cette image m'a donné l'impression de voir en fait une éclosion, comme si Hein. le jaune ici était la coquille d'un œuf et en sortait, ben voilà, alors je suis d'autant plus touché d'entendre que ça s'appelle une régule étoilée, puisque l'étoile symboliquement est liée au destin, à ce qui nous rend unique.
C'est très, très parlant. C'est très, Ouais. très, c'est très, Une très... règle martiale aussi, On ouais. voit Ouais, la ouais. qualité aussi des photos, hein, des images qui ressortent à travers tout ça. Et Alors, alors, ce qui est... oui, pardon? Dis-moi, dis-moi. Ouais, j'allais nous emmener, j'allais continuer en souriant. Je sais qu'on est ramené de certaine façon au début avec cette image qui en fait on la retrouve au début de ton livre hein, et accolée à un texte de Jung qui est bien particulier. Ouais. Qu'est-ce que Magnifique. toi tu veux en dire? Eh ben là, on est encore dans les mythes, si tu veux, et on est aussi dans le héros. Nous sommes notre propre héros de notre histoire. Qu'en faisons-nous? En plus, bon, là, il y a quand même une espèce de mandala, il y a de l'eau, conscient, il y a un mandala, il y a des gens qui passent, est-ce qu'ils vont prendre le chemin ou pas prendre le chemin? C'est aussi une invitation à faire ce voyage sur Terre et d'aller à la rencontre de soi, comme Ulysse l'a fait en finale. Ce n'est qu'un cheminement à travers une vie et à travers des choses à apprendre et à comprendre, à vivre, à dépasser et à purifier. Alors, comme je mentionnais, en fait, cette image, elle est au début de ton livre, donc c'est comme si on vient de faire une déambulation, mais on vient de faire une Ouais, circumambulation. On est revenu au début, ouais, tu lui as accolé un texte absolument fondamental de Jung. Euh, je vais le lire tout mm, entier parce que c'est un texte du livre rouge et ça dit tellement qui était Jung. Croyez-moi, ce n'est pas une doctrine, pas un enseignement que je vous donne. D'où tirerais-je le droit de vous donner des leçons? Je vous le révèle le chemin de cet être humain, son chemin, mais ce n'est pas votre chemin. Mon chemin n'est pas votre chemin. Je ne peux donc pas vous instruire. Le chemin est en nous, mais pas dans les dieux, ni dans les doctrines, ni dans les lois. C'est en nous qu'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est votre chemin. Vous cherchez le chemin? Je vous mets en garde contre mon chemin. Il peut être pour vous le mauvais chemin. Que chacun suive son propre chemin. ça, c'est d'une sagesse, c'est éblouissant, tu vois, d'expliquer les choses et au final de dire, bah, ok, faites comme vous voulez, quoi. Mais tu travailles avec Yo-Yo, tu t'aperçois qu'il a quand même bien balisé le chemin. Il a balisé le chemin en partageant son expérience, mais en veillant à ne pas se poser en autorité. Ouais, Et en ouais, fait, il a posé des balises qui permettent de reconnaître quand on dit, ah ouais, oui, ah, Jung est passé par là. Hein, un peu comme un ouais, ouais. explorateur qui aurait donné des repères, mais il prétendait pas avoir tout compris. Mm. Et Mais là, moi, tu sais, quand j'ai fait cette formation, forcément, tu grattes, donc tu fais profondeur et c'est pas reluisant. Enfin, tu vois, tu passes par des moments difficiles. Mais c'était tellement, il a tellement cartographié le truc que je savais dans mon intériorité où j'en étais et je n'avais pas peur. Tu vois, parce que le problème aussi de faire un chemin personnel seul, c'est que tu ne sais pas des fois où tu en es. Si mm. c'est un passage obligatoire ou si tu es en dépression. Et ça, l'a vraiment bien expliqué. Et ça, moi, ça m'a permis de comprendre, tu vois, au fur et à mesure dans quel état j'étais en train de passer et qu'il fallait pas s'inquiéter, que j'étais en train de découvrir des faces personnelles, mais aussi des faces extérieures du monde. Mais du coup, ce que tu expliques là, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qui justifie en fait l'accompagnement par un analyste. Un analyste étant simplement quelqu'un qui est déjà passé par cette exploration de l'inconscient. C'est son inconscient, c'est son expérience de l'inconscient. Mais il y a à trouver des repères qui lui permettent d'accompagner d'autres personnes Ouais, et de leur donner à leur tour des ouais, repères. C'est le sens même de notre travail. Et ce qui est passionnant à accompagner des gens, ce que je fais régulièrement, c'est que on revérifie régulièrement ce chemin, ces processus, la présence de l'ombre, de l'anima, de l'animus, ces descentes qui sont suivies de remontées et aussi, et ça, c'est peut-être moins connu, mais ces exaltations qui sont suivies de redescentes.
Parce qu'on aurait tendance dans notre société à vouloir tout le temps aller vers en haut et on oublie que les oiseaux ont toujours besoin de finir par se poser et que on peut toujours aller très haut, mais il y a un moment, ça fait redescendre aussi. Et vaut mieux avoir un parachute ou un endroit où atterrir, quoi. Des ailes? Bon, on est au terme de Ouais. ce voyage, on arrive à l'Oméga. Veux-tu nous dire quelques mots, euh, les éditions Raphaël de Surtis, je ne les connaissais pas, il y a une collaboration avec Terre Noire pour élaborer ce livre. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a permis finalement que l'objet prenne forme comme ça? Alors, l'objet a pris une forme comme ça parce qu'au début, je devais l'éditer chez Terre Noire, mais c'est un travail très complexe à faire parce que c'est de la... Et Terre Noire n'était pas en capacité par rapport à l'éditeur de le faire. Donc, on est amis, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est d'être adulte, de savoir jusqu'où on peut aller et là où on n'a pas les possibilités de le faire. Donc, moi, j'ai mon ami qui s'appelle Paul Sanda, qui euh, directeur des éditions Raphaël de Sortis. Alors, Raphaël de Sortis, c'est une édition bien particulière, c'est gnostique, c'est alchimique, c'est aussi jungien, c'est de la poésie, c'est beaucoup d'essais aussi. Donc, le directeur est jungien, donc ça a pas mal aidé aussi à faire éditer bon livre. Et voilà, quand je lui ai proposé le sujet, il m'a dit, mais oui, tout à fait, ça rentre dans le cadre de mes éditions, il y a du sens, je l'édite. Ça s'est fait comme ça. Et ma foi, Terre Noire, faut le rappeler, c'est une association qui vise à produire des livres. C'est une association d'auteurs. On n'est pas une maison d'édition traditionnelle. Et donc, c'est comme ça, de collaborer avec d'autres maisons d'édition, bah, ça a tout particulièrement du sens. On est là aussi pour créer du réseau, des partenariats. Donc, ton livre a été l'occasion finalement d'une première pour Terre Noire, de collaborer comme ça avec une autre maison d'édition. C'est très intéressant. Oui, et puis Terre Noire, on peut dire aussi qu'on a quand même, on édite beaucoup de livres sur la psychologie analytique. On est un collectif en général de professionnels jungiens, hein, quand même. Et donc, Essentiellement, oui. on peut vraiment aller dans le sens de savoir si ça apporte un intérêt, si ça apporte une lumière, un nouveau regard, etc. Donc, c'est collectif, il y a un comité de lecture et ce n'est pas une personne qui prend la décision, ce sont vraiment des professionnels Et en qui même accompagnent temps, aussi, qui pardon? accompagnent aussi, parce que ça, c'est important de le dire, qui accompagne l'auteur ou l'autrice, s'il faut relire, s'il faut corriger, s'il faut aller plus en profondeur, s'il faut couper, enfin, c'est vraiment avec l'éditeur. Oui, et en même temps, c'est important de rappeler que donc c'est une association d'auteurs essentiellement, et du coup, ce n'est pas une maison d'édition qui est assujettie, je dirais, à la recherche du profit systématique et à tout ce genre de choses. Donc, il y a aussi pour vocation de permettre à des projets qui ne seraient pas acceptés par les maisons d'édition classiques de venir au monde. Et ça dans des délais qui sont d'ailleurs par rapport aux maisons d'édition classiques, on produit un livre en quelques mois dans Terre Noire en laissant une entière liberté à l'auteur. C'est quand même, ça reste toujours le projet de l'auteur. On ne demande pas de coupe, on n'oblige pas à mettre le livre à façon de notre maison d'édition. Oui, puis on est aussi dans les grands réseaux de distribution, on est référencé dans les grandes, dans les sites de grande vente sur le web, pour ne pas les citer. Oui, oui, bien sûr. Ah, je vais arrêter le partage hein, et remontrer ton livre parce qu'en fait, c'est l'occasion de dire qu'on peut commander ton livre justement en Oui. librairie. On peut commander aussi dans les grands sites. Mais on recommande fondamentalement à Terre Noire de faire travailler les petites librairies autant que possible. Toute la Alors, chaîne vivante du livre. le mien, il faut le commander chez Raphaël de Sur parce que on a un numéro d'ISBN, mais on ne nourrit pas les grands distributeurs. D'accord, d'accord. Bon, on est au terme de cette rencontre. Christine, qu'est-ce que ce serait le mot de la fin pour toi?
aujourd'hui? Bah, Comment tu as envie de un conclure? grand merci. Bah, d'abord, un grand merci à toi, à Peter, et puis aussi un grand merci à Jung. Voilà, je crois que et puis si cette petite graine pouvait pousser de qu'est mon livre aux gens à regarder le monde différemment et à entamer leur propre chemin, et ben youpi. C'est Voilà. vraiment un très beau livre. C'est une démarche. J'espère que c'est une démarche qui va en inspirer d'autres. C'est une démarche qui permet de sortir aussi ce travail d'une, je dirais, une seule intellection. Les textes donnent à réfléchir, mais les images parlent. J'ouvre le livre au hasard et je vois une image du Minotaure tout d'un coup, et de Icare. Euh, c'est bon, c'est un livre qui ouvre sur des profondeurs. Donc un grand merci, Christine. Et Ben, merci eh à bien, toi. moi, j'attends le prochain carnet photographique jungien, peut-être sur les rêves, l'imagination active, des choses comme ça, ce que l'inspiration amènera. Ben, écoute, je t'ai promis de plus en faire un deuxième. Ah, ah. Et puis, en fait, bah non, les choses sont encore en train de... Tu sais, tu tires une ficelle et la pelote, elle déroule tout le temps, quoi. Tu vois? Donc, je suis pas encore certaine du thème parce qu'il y a toujours un moment de latence entre deux projets où ça, me- ça me met dans un état de captation encore plus dans la profondeur, mais je veux pas le dévoiler. Mais oui, c'est pas fini, c'est comme Jung, tu lis un bouquin, tu les lis tous, quoi. Et oui. Bon, ben merci. Alors à la prochaine fois. Alors, à la prochaine fois, mais pas tout de suite, hein. Merci, À Christine. tous, Jean. Bye bye, bonne soirée. Merci à tous les amis qui vont nous écouter.